Bonsoir, vous êtes au Club Le Figaro Politique. Le Premier ministre vient de recourir à l'article 49.3. D'ici à 48 heures, eh bien, il pourrait tomber, puisqu'une motion de censure devrait normalement rencontrer une majorité à l'Assemblée nationale. Vous n'y comprenez rien ? Ça tombe bien, vous êtes avec les meilleurs spécialistes au Club Politique qui vont tout vous expliquer et qui vont vous tracer les perspectives d'avenir. Bienvenue, pendant 52 minutes. Vous allez être surpris. Avec Vincent Trémollet-de-Villers, le directeur délégué des rédactions du Figaro, avec Louis Osalter. Bonsoir. L'Élysée, pour lui, n'a pas de secret, donc on va rentrer dans la tête, vous allez voir, du président de la République, avec Emmanuel Galiero. Lui, c'est la droite qui n'a pas de secret pour lui. Donc il va nous raconter un petit peu quel est l'état d'esprit, notamment de Michel Barnier. Il ne faut pas oublier qu'il est quand même issu de ses rangs, justement, de la droite, les Républicains. Et puis alors, quelqu'un qui... Voilà. C'est cette Constitution qui nous protège. Et bien justement, on va voir si elle nous protège, si les institutions sont plus raisonnables que les hommes et les femmes qui la pratiquent. C'est avec Anne-Charlène Bézina qu'on va en parler et qui vient de sortir donc cette somme, cette Constitution qui nous protège. C'est simple, vous l'ouvrez, vous prenez article par article et vous comprenez tout. Anne-Charlène, justement, c'est avec vous qu'on ouvre le bal. Alors, le Premier ministre a recouru à l'article 49.3 de la Constitution qui lui permet d'enjamber d'une certaine façon l'avis des députés, mais les députés en retour ont déposé, devraient déposer des motions de censure, les différents groupes de l'Assemblée nationale hostiles justement à cette mesure, et il y a des chances que dans 48 heures, quand elle sera analysée, une des motions de censure, probablement celle de la gauche, de la France Insoumise, rencontre une majorité de 279 députés, et que à cette occasion, à l'issue de ce vote, le gouvernement tombe. La France sans gouvernement. Ce n'est pas arrivé, il faut le dire, parce que 49.3, on en a beaucoup parlé, mais c'est jamais arrivé avec Mme Borne, ni avec M. Attal. C'est important de dire que c'est surtout la deuxième fois de toute la Ve République seulement. 1962. La première, c'est 1962 sur quelque chose de totalement feuilletonesque. En réalité, en 1962, c'est presque la majorité qui se scinde pour un problème très multifacette, mais constitutionnel. Au fond, l'Assemblée nationale veut s'en prendre au président de la République qui a décidé un référendum de révision de la Constitution, Charles de Gaulle. Et comme l'Assemblée nationale ne peut pas renverser le président, elle renverse Georges Pompidou, sauf que le général de Gaulle dissout l'Assemblée nationale en disant ce conflit finalement au sein des différentes têtes du pouvoir prouve qu'il faut redonner la parole au peuple. Ici, il ne peut pas dissoudre. On ne peut pas. Alors qu'est-ce qui se passe ? Alors qu'est-ce qui se passe ? Donnez-nous 3-4 pistes. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors déjà, je vais vous donner peut-être un petit peu les éléments de l'avenir. La première chose qu'on sait, c'est que le soir même de cette motion de censure, si elle obtient les 289 voix, Michel Barnier devra signer sa lettre de démission au président de la République et la déposer sur son bureau. Alors j'entends parfois fleurir l'hypothèse d'un gouvernement Michel Barnier. C'est vrai que ça s'est passé pour Georges Pompidou, sauf que la petite subtilité constitutionnelle, c'est que l'Assemblée avait été dissoute entre-temps. Donc, renommer un Premier ministre avec la même Assemblée qui lui a retiré sa confiance, ça me semble constitutionnellement contraire au texte de la Constitution et compliqué. Elle pourrait le renverser et on pourrait faire ça pendant un mois. Autre hypothèse. Autre hypothèse, ce qui va se passer le lendemain. Alors, on n'a plus de Premier ministre, on n'a plus de gouvernement et donc, on n'a plus de budget de la sécurité sociale, ça m'inquiète un petit peu moins parce que c'est vrai que le budget de la sécurité sociale est un acte plutôt d'objectif, même s'il y a des impôts sociaux qui sont votés à l'intérieur, mais la première conséquence, c'est qu'on n'a plus de budget, puisque, a priori, le budget étant associé à un gouvernement, peut-être qu'au titre des affaires courantes, Michel Barnier pourrait venir à la tribune défendre ce budget, mais on s'orienterait vers un rejet. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Pourquoi ? Et à ce moment-là, on peut adopter une loi spéciale qui permet de récupérer le budget de l'année précédente, 2024, et de le prolonger quelque temps. Alors, c'est la deuxième et la troisième piste, on va dire. C'est que là, vraiment, on est dans le concret. Pas de budget, au pire, un vote de rejet à l'Assemblée nationale, et au 20 décembre, un inédit. D'accord. Ça nous est arrivé 2 fois, sous la Ve République, de voter nos budgets après la deadline du 31 décembre. Parce qu'il faut savoir que le 1er janvier, chez nous, c'est une date cruciale, fiscale, comptable
et financière. C'est-à-dire que sans ça, il n'y a plus de fonctionnement de l'État. C'est-à-dire que cette loi, elle permet de payer les fonctionnaires, de prélever l'impôt et de faire marcher les services publics. Exactement. C'est ce que l'article 47 appelle une loi d'urgence, c'est-à-dire on va aller devant l'Assemblée nationale et le Sénat, comme si c'était une loi, avec un Premier ministre qui, pour le coup, sera complètement démonétisé. Mais l'idée, c'est juste qu'on ait au moins l'article 1er de cette loi de finances. Laissez-nous percevoir les impôts et nous, on parera au plus urgent. Sauf que ça ne bloque pas du tout le budget. Ce budget 2025, on va être obligé de l'adopter en janvier, en février, en mars, et pour ça, il faut un gouvernement. Et pour ça, il faut... Alors non, ça peut être le gouvernement démissionnaire qui continue à discuter avec l'Assemblée nationale, mais jusqu'où, sur quoi, c'est là la grande inconnue. C'est ce qu'on appelle des 12e provisoires, autant de mois, autant de 12e du budget 2024 avec les prévisions 2023, qui sera à adopter avec tout ce que ça a comme conséquence pour les Français, le barème de l'impôt sur le revenu qui n'est pas revu, donc des assujettis qui auraient dû être non assujettis, tous les crédits d'impôt, voilà, on est dans une vraie no man's land. Et la possibilité pour le président de la République de nommer un autre Premier ministre. Donc là, il pourrait se pencher, par exemple, vers la gauche. Enfin, ça, c'est jouable, ça. C'est ce dont on va parler là ensemble. C'est jouable, oui et non. C'est-à-dire qu'il faut solder ce budget 2025. Donc le conseil que je donnerai aux successeurs, c'est essayer de tout faire pour clore ce budget, qui soit en janvier peut-être, mais au moins un budget de simple fonctionnement, et ensuite, pourquoi pas, politiser et trouver de l'initiative, mais dans un budget rectificatif. Pourquoi on en est là, alors, Vincent ? Je voudrais d'abord poser une question, parce que c'est passionnant. Est-ce que le gouvernement démissionnaire qui serait chargé de l'application du budget 2025, du vote du budget 2025 à partir de janvier, peut être censuré ? Ou est-ce qu'un gouvernement est Non, un gouvernement démissionnaire, c'est comme un peu tirer sur une ambulance. C'est-à-dire que ça ne sert plus à rien, il est déjà démissionné. Donc, au pire, le vote d'une motion de censure n'aboutira qu'à un texte qui existe déjà. Donc, Emmanuel Macron a intérêt à garder un gouvernement démissionnaire. Et à la fois, l'initiative dans ce budget, elle va être complètement nulle. C'est-à-dire que de ce fait, ça ne sera que des budgets de reconduction. Donc, on a plutôt tout intérêt à solder très vite cette affaire. Alors, Vincent, pourquoi on en est là, alors ? Ouh là, vous m'amenez à des causes très profondes. Je reconnais que la question est mauvaise. Ça commence le 9 juin avec la dissolution, mais je peux tout vous raconter, mais ça va prendre un peu de temps. La question est mauvaise. C'est le président de la République, c'est aujourd'hui lui qui est sur la sellette, en fait. Parce qu'on le voit bien, et Madame Le Pen, et Monsieur Mélenchon, et Monsieur Faure, et d'autres, évidemment. C'est-à-dire que les causes, lui disent, les causes profondes, sortez de là. Les causes immédiates de la crise politique que l'on vit et que l'on va vivre, c'est que Michel Barnier et Marine Le Pen ne se sont pas entendus sur des motifs à la fois de caractère, de proposition, et avec des éléments extérieurs, notamment sans doute judiciaires pour Marine Le Pen. La cause profonde de la crise politique dans laquelle on est, elle remonte quand même à la dissolution de l'Assemblée nationale, qui a complètement déréglé la politique française, avec un premier effet au soir du premier tour, qui est la création d'un front républicain, qui a créé une majorité bidouillée face à une minorité surpuissante qui était celle du Rassemblement national. Et à partir de là, cette majorité bidouillée s'est disloquée au lendemain même de sa victoire sur le Rassemblement national. Et la France s'est retrouvée 2 mois plus tard avec un Premier ministre dont le parti a 47 députés. Alors que le Rassemblement national a le premier groupe de députés à l'Assemblée. Cette anomalie arithmétique dit tout de la crise politique que l'on vit aujourd'hui. Emmanuel. J'enchaîne justement. Non, mais parlez-nous aussi de l'état d'esprit du Premier ministre, que vous le connaissez. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, j'ai oublié quand même, ça compte dans le scénario. Il a cédé sur plusieurs points qui étaient exigés par Madame Le Pen. Il a cédé sur la désindexation des médicaments. Il a cédé sur l'aide médicale d'État. Je parle au titre de la sécurité sociale. Et là, il lui demandait de céder sur les retraites. Les indexations des retraites. Pourquoi, au bout d'un moment, c'est l'humiliation ? Il a voulu l'éviter, l'humiliation ? À l'heure où on en est, on s'interroge à Matignon sur les motivations réelles de Marine Le Pen. On se dit qu'on ne comprend pas pourquoi elle veut aller aussi loin, alors qu'elle a pratiquement tout obtenu. Si on regarde sur la liste, y compris sur la proportionnelle, la liste est assez importante. Donc c'est pour ça qu'on explique... Qui ne relève pas du PLFSS. Mais bon, donc du coup, Barnier avait offert beaucoup de portes de sortie pour Marine Le Pen. Et en plus, il s'était positionné dans une discussion ouverte. Et c'est d'ailleurs pour un Premier ministre la première fois qu'on entendait quelqu'un dire qu'il allait respecter Marine Le Pen et ses 11 millions d'électeurs. Donc il a vraiment posé les choses et il a ouvert le débat. Et il a même, pardon, je vous coupe Emmanuel, il a même répondu à la demande la plus récente de Marine Le Pen dans la Tribune dimanche, où elle demandait où
le déremboursement des médicaments ou l'histoire des retraites. Elle ne demandait pas les deux. Tout à fait. C'est l'un ou l'autre. Et le « ou » est devenu un « et » en 48 heures. Exactement. Alors, il y a eu 3 appels aujourd'hui entre Matignon et Marine Le Pen. Un premier appel le matin où Michel Barnier appelle Marine Le Pen pour lui dire on fait un point, ça fait 7 jours qu'on s'est vu à Matignon, je vous explique où on en est. Deuxième appel un peu plus tard où il lui dit je vais publier un communiqué dans lequel je vais annoncer ce que vous demandez pour le non-déremboursement des médicaments. Et le troisième appel, c'est Marine Le Pen qui le passe un peu plus tard pour lui dire non, enfin c'est très bien, mais moi je voudrais la désindexation des retraites. C'est un troisième point. Donc elle pose ça après coup sur la table. Michel Barnier lui répond, me dit-on, dont acte, mais à ce moment-là, il comprend qu'en fait, elle est dans une forme de surenchère et elle est motivée par d'autres raisons. C'est tout le mystère de ce qui va se passer entre maintenant et jeudi. Aujourd'hui... C'est jeudi ou mercredi ? Mercredi ou jeudi, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, le délai qui nous sépare de ces deux jours, Michel Barnier ne se projette pas. D'ailleurs, il ne se projette pas non plus sur la censure. Il pose le débat tel qu'il est. Il a annoncé le 49.3 et la balle est dans le camp de Marine Le Pen, en fait. Est-ce qu'il y a encore une porte de sortie ? On ne sait pas. Mais c'est très intéressant de voir toute la démarche qui a été entreprise par Michel Barnier et qui n'est pas servie aujourd'hui par Marine Le Pen. Donc, elle règle ses comptes, non pas avec lui, probablement, et c'est pour ça qu'à mon avis, Michel Barnier paye la facture Macron. Et il a fait un gouvernement, que vous le disiez, Vincent, complètement délirant en essayant d'associer... Non, mais il associe des contraires. Les acteurs du gouvernement ne sont pas délirants eux-mêmes. Non, mais les forces politiques associer des gens qui étaient en rivalité et les mettre autour d'une table pour leur dire, écoutez, maintenant, vous oubliez vos différences, on va essayer de construire quelque chose pour le pays. C'était la mission impossible qui était déjà annoncée, d'ailleurs, dès juin. Avant même que Michel Barnier soit nommé, on savait exactement ce qui est en train de se passer. L'instabilité politique dans laquelle on est, elle était écrite, programmée, et donc on ne peut pas être vraiment surpris aujourd'hui. Sauf que, et on en parlera peut-être un peu plus tard, mais toute la période Michel Barnier, il a incarné quelque chose de nouveau, il a créé une forme de respect dans le pays, une attente, une écoute, des gens l'ont découvert. Il n'était pas programmé d'ailleurs pour prendre le poste, d'ailleurs ça s'est fait au dernier moment, si on se souvient exactement du film. Il est arrivé là et il a dit bon, mettons-nous autour de la table, et il a trouvé son fameux socle commun en demandant aux forces politiques qui voulaient le rejoindre de bien venir, de partager ce projet. Le PS a dit d'ailleurs au passage, nous on ne vient pas, on reste avec le nouveau Front Populaire. Et c'est là-dessus qu'il a construit, donc c'était mission impossible, enfin dès le départ. On verra si effectivement c'est mission impossible ou si alors c'est un extraordinaire négociateur qui aura réussi. Mais là c'est quand même très mal engagé. Oui, aux haltères. Si jamais ça casse, il y a une petite musique dans le landerneau, pour reprendre une expression, enfin dans le microcosme, c'était plutôt ça, l'expression du Premier ministre sortant, bientôt, qui dit il faudrait peut-être que, à ce moment-là, Matignon se déporte un petit peu sur la gauche, qu'on essaye de décrocher quelques députés qui ne sont pas tout à fait satisfaits de Jean-Luc Mélenchon et qu'on élargisse finalement la majorité avec des députés sociaux-démocrates compatibles avec le centre et peut-être un peu la droite. Oui, alors ça a été mis notamment sur la table par Boris Vallaud, qui est le chef des députés socialistes. Et Jean-Luc Mélenchon lui est immédiatement tombé dessus en disant « Regardez, il est en train de rompre l'alliance de la gauche du nouveau Front Populaire ». Si on raisonne comme ça, en fait, on peut aller faire des combines jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Parce que c'est ça, en réalité, qui nous prend au nez. C'est ce qui nous prend au nez, c'est qu'il y ait tous les 3 mois, même ça fait même un peu plus de 2 mois, donc à peine 3 mois que le gouvernement Barnier est en place, que tous les 3 mois, on cherche en fait une nouvelle combine. Une nouvelle combinaison pour échapper à la situation dans laquelle le président de la République a mis le pays en dissolvant l'Assemblée nationale, qui désormais est ingouvernable à cause de sa fracturation en 3 blocs, et qui oblige à faire des compromis qui ne se font pas, on le voit bien, et on voit bien aussi que c'est pas uniquement de paramètres budgétaires qu'il est question dans cette négociation. On voit en fait, on comprend depuis quelques jours que derrière ces fameuses lignes rouges et ces objectifs qu'elle essaie d'atteindre en disant donnez-moi l'alignement des retraites sur l'inflation, donnez-moi le remboursement complet des médicaments, on voit bien que Marine Le Pen a autre chose en tête. On a l'impression qu'elle fait cette censure une question de principe. Pourquoi ? Parce que ça fait plusieurs semaines que des députés RN proches d'elle le disent. Elles lui disent à elle, et puis elles le disent aussi, ils le disent aussi à des journalistes.
les sympathisants de Marine Le Pen verraient plutôt d'un bon œil une censure du gouvernement. Qui est un gouvernement qui, Emmanuel le disait, rassemble des macronistes, des LR, un ministre de la Justice de gauche, Didier Migaud, ce qui n'envoie pas un signal très, c'est le moins qu'on puisse dire, très favorable à l'électorat RN. Au fond, un gouvernement qui incarne quelque part toute cette classe politique que Marine Le Pen a pris l'habitude de fustiger. L'électeur RN moyen, j'ai envie de dire, ne voit pas d'inconvénient à ce qu'un gouvernement comme cela soit censuré. Les députés RN le savent, ils l'ont entendu sur le terrain. Donc, on a l'impression, et notamment depuis ce week-end, que Marine Le Pen est prête à saisir des prétextes, désormais, pour censurer ce gouvernement. Et aujourd'hui, vu la façon dont elle est allée très loin dans ses déclarations à l'encontre de Michel Barnier et du gouvernement, je vois très mal comment elle pourrait revenir en arrière et expliquer à ses électeurs que tout compte fait, elle ne censurera pas. Alors, c'est là où c'est intéressant. Elle ne censure pas, Vincent. Mais est-ce que le président de la République peut nommer, après, un Premier ministre ou une Première ministre qui vient des rangs du Rassemblement national? Non, ça c'est absolument impossible. C'est ça qui est très compliqué dans le scénario qu'on est en train de vivre, c'est ce qu'on appelle en art militaire les buts de guerre. Bah oui. C'est-à-dire qu'on comprend très bien ce que vient de dire Louis, répondre à la colère des électeurs du Rassemblement national qui ont l'impression d'une double dépossession démocratique. Ils ont l'impression qu'on leur a volé leur élection législative et qu'on est en train de leur voler, à cause des réquisitions dans le procès de Marine Le Pen, leur élection présidentielle. Donc, ils veulent se venger. Et faire tomber le gouvernement Barnier est une expression de vengeance. Mais derrière, il n'y a rien, c'est stérile. C'est-à-dire que, comme le disait Anne-Charlotte Bézina, il ne peut pas y avoir d'élection. Et la possibilité d'une élection présidentielle anticipée apparaît comme aussi farfelue que les complots dont s'alluce Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs, là, quand le perroquet devient reine, etc. Bon, ça, c'est des constructions de l'esprit, ça nous amuse beaucoup, mais il n'y a rien qui oblige Emmanuel Macron à quitter la présidence de la République avant la fin de son mandat. Donc, on voit très bien les motifs immédiats pour Marine Le Pen d'une censure, on comprend moins bien ce qu'elle en tirera après. Alors qu'en revanche, si elle décidait de ne pas censurer, là, elle aurait des gains immédiats. Le premier gain, c'est qu'elle pourrait dire à ses électeurs, grâce à moi, vous avez obtenu des économies, des baisses de taxes, etc. Ensuite, elle aurait toute la gauche qui dirait, elle tient dans sa main le gouvernement. Donc elle serait Et enfin, pour son électorat de conquête, elle sortirait de l'image... C'est-à-dire l'électorat bourgeois... Voilà, de candidate tribunicienne pour montrer qu'au terme d'une négociation, elle est capable de se présenter comme une force d'alternance plus apaisée. Apparemment, c'est pas ce qu'elle a choisi. Elle a choisi une stratégie de rupture. Alors, est-ce que l'élément judiciaire compte ? Je ne sais pas. C'est la question que je pose à Charlène. Et sans parler de l'alliance, elle a changé, l'alliance avec l'extrême gauche. Elle a changé complètement le soir de la réquisition, du réquisitoire dans son procès des assistants parlementaires européens. C'est vrai. Et à la fois, j'ai le sentiment que c'est mal comprendre les réquisitions, le sens d'un procès, et deux, sûrement mal comprendre aussi la France et le sens en fait de la gouvernance d'une assemblée. Oui, parce que quand vous précipitez un gouvernement dans sa chute, soit, c'est vraiment une stratégie d'opposition, comme on l'a dit. Mais encore faut-il choisir son moment. C'était tout l'enjeu, d'ailleurs, sous la 3e et la 4e République. C'est-à-dire qu'il y avait des motions de censure très fréquentes. Un gouvernement pouvait tomber parfois... c'est arrivé une seule fois en 48 heures, mais enfin bon, ça pose quand même le débat. Hein. Et le choix du moment était un choix aussi d'alliance. C'est-à-dire, on se disait, si un tel est prêt à décrocher de tel groupe, eh bien, sur tel texte, on le fera à tel moment, etc. Ce moment, c'est le pire pour la France. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir de budget de la sécurité sociale, on ne va plus avoir de budget, et surtout, quand bien même on colmate sur l'urgence, dans quoi se lance-t-on en 2025 ? Avec une chance, en plus, d'avoir fait une marche à un gouvernement social-démocrate. Parce que si finalement on se dit le gouvernement de centre-droit ne fonctionne pas, prochaine alternative, peut-être le gouvernement de centre-gauche. Donc si c'est Marine Le Pen qui amène Bernard Cazeneuve à Matignon, il y a quand même quelque chose d'un peu antithétique qu'elle va devoir vendre à ses électeurs. Et puis, il y a autre chose. C'est-à-dire qu'on nous dit souvent, ça, c'est la précipitation de la dissolution. C'est une vérité, ça a recomposé l'Assemblée nationale. Mais le groupe LR et le groupe RN avaient fait savoir d'ailleurs que quand bien même on n'aurait pas dissous l'Assemblée nationale, sur ce budget-là, qui soit présenté donc par Gabriel Attal, eh bien, il y aurait eu motion de censure parce que, justement, les Français ne méritent pas d'austérité, etc. Donc, en fait, on est presque dans le scénario sans dissolution. C'est-à-dire que toutes les oppositions choisissent le négatif
par rapport au positif. Et ça, c'est quelque chose de complètement inédit sous la Ve République, parce qu'on dit souvent, mais faut-il changer de constitution, etc. On voit bien qu'en fait, ce sont les forces politiques qui décident complètement de l'avenir de la nation. Et là, en fait, chacun a dit, dès le mois de juillet, je ne veux pas travailler avec un tel, le gouvernement ne doit pas être issu de mes rangs, je ne veux pas de tel thème, mais on n'a jamais proposé quelque chose qui puisse réunir. Et donc, aujourd'hui, on aura certes changé de gouvernement. C'est un peu ce qui est pernicieux dans la 5e. C'est-à-dire qu'en fait, les Allemands, quand ils renversent, ils proposent une alternative. Nous, on renverse. Mais on n'a pas d'alternative. Et donc, je pense que ce qu'il faut vraiment dire, c'est que si jeudi soir, on n'a plus Michel Barnier, on ne sait pas dans quoi on se lance pour le budget et pour Matignon. Et certainement pas pour l'avenir de Marine Le Pen, parce que, précisément, ça risque d'être une grande période d'incertitude financière, constitutionnelle et politique. Et on sait que les citoyens, certes, peuvent être fervents d'un acte d'opposition un peu fort, mais se préoccuper des conséquences, c'est quand même la première chose pour un dirigeant. Emmanuel Galliero. Ce qui paraît d'autant plus absurde dans cette situation, c'est que Michel Barnier, la gouvernance Barnier, c'est une marque un peu aujourd'hui. On l'a découvert, il a instauré dans le pays un climat qui est bienvenu. J'étais au congrès des maires de France, les élus locaux, c'est assez important, c'est intéressant. C'était assez en colère, parce que justement, on leur tirait de l'argent. Très en colère. Ils leur retiraient de l'argent. Oui, très en colère, parce que le budget, ça a été chiffré à 14 milliards, donc c'est énorme, c'est presque inédit. Et en même temps, si j'ose dire, il y avait chez ces élus locaux une attitude très bienveillante à l'égard de Michel Barnier, disant « mais c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui, on en a marre, et on veut vraiment de l'apaisement, et c'est l'homme de la situation ». Je l'ai entendu par plusieurs élus locaux. Et ça, on voit bien... Parce qu'il faut rappeler qu'il a un passé d'élu local. Il a un passé d'élu local, il a aussi un ton, et puis il ne serait-ce que de dire les choses. Il aurait pu aussi, d'ailleurs, c'est assez marrant, mais dans ce gouvernement où il y a eu des tensions, où ce socle commun est un peu turbulent, où même Emmanuel Macron parfois a eu des attitudes bizarres, même s'il est resté quand même dans son couloir depuis le début, il aurait pu se fâcher plusieurs fois. Il ne l'a pas fait, et ça aussi, ça tient de sa stratégie politique qui consiste à dire « moi, je veux incarner une forme de rupture ». On a suffisamment dénoncé la gouvernance macroniste, hyper-présidentialisation, mépris du Parlement, mépris des élus locaux, enfin c'était vécu comme ça en tout cas, pendant toutes ces années. Et donc il y a quelque chose qu'il faut changer, et il s'y tient. C'est-à-dire qu'il ne tombe pas dans la petite phrase. C'est même très difficile parfois de travailler avec les équipes de Barnier parce qu'il refuse de commander le tout venant. Il dit il faut habituer, ils disent même ça, il faut habituer les gens et les journalistes à une nouvelle façon de gouverner. Et alors ça, quand on suit la vie politique, c'est vrai qu'on voit quelque chose de nouveau et on voit aussi un intérêt pour le pays, surtout en période de troubles difficiles et avec toutes les incertitudes budgétaires. On se dit que c'est peut-être effectivement une voie. Et donc, casser ce gouvernement, 2 mois et demi, alors qu'il vient à peine d'être, il est en train de lancer, il a envoyé des gages assez incroyables avec certains ministres qui sont sur le terrain tous les jours. D'ailleurs, ils ont projeté encore pas mal de choses, comme si les choses allaient continuer. Bruno Retailleau, qui fait quand même un parcours presque sans faute sur le régalien, qui est une attente très forte. Et d'ailleurs, peut-être que... Une attente notamment de l'électorat de Marine Le Pen. De Marine Le Pen. C'est une attente très très forte de cet électorat, mais il joue cette carte-là. Et peut-être que Michel Barnier, qu'on avait dit à un moment donné un peu centre-droit, il est conscient de ces urgences-là. Et donc il se fait un peu violence et il accepte, d'ailleurs il travaille en très bonne harmonie avec le ministre de l'Intérieur, il accepte d'aller très loin sur certains sujets. Il veut le faire d'ailleurs, un geste qu'il a fait aussi pour Marine Le Pen sur l'AME. Il a annoncé qu'il y aurait des évolutions. Oui, c'est des sujets très compliqués. Oui. Très compliqués quand on a un socle commun comme lui, où il est critiqué immédiatement dès qu'il dit quelque chose. Et de toute façon, même s'il est renversé, les critiques qu'on lui fera sur le fait qu'il tend la main au RN, il les récoltera de toute façon, parce qu'on lui dira c'est pour ça que vous êtes tombé. Vous avez trop pactisé avec le Rassemblement national. Donc, tout ça n'explique pas ces choix de Marine Le Pen. On a du mal à comprendre, quoi. Louis, comment on peut vivre tout ça quand on est à l'Élysée? Comment on garde passer les balles? Par procuration d'abord, puisque le président n'est plus... de fait, il est beaucoup à l'étranger, lui. Déjà, il est en Arabie Saoudite pendant 2-3 jours. Donc là, il sera encore à l'étranger pendant la motion de censure, si la censure est votée. Donc il pourra déjà s'habiller des habits du président qui est sur la scène internationale, loin, y compris géographiquement, du chaos intérieur. Sauf que la balle, elle va revenir à l'Élysée, c'est automatique, puisque celui qui nomme un Premier ministre, c'est le président de la République.
s'il n'y a plus de Premier ministre, eh bien la balle lui reviendra à lui. Alors, important de noter qu'il n'est pas tenu par des délais constitutionnels, c'est-à-dire il n'y a aucun délai là. Hein. Il peut prendre le temps constitutionnel, en tout cas, sauf erreur, il n'y a pas. Et d'ailleurs, on l'a bien vu cet été, il a mis 2 mois 50 jours, à nommer un Premier ministre. Il a laissé passer les Jeux Olympiques, il a expliqué qu'il ne fallait pas le faire en plein été, qu'on allait voir à la rentrée. Bon, voyons quoi, ça a pris 2 mois. Après d'interminables consultations, des noms qui sont sortis dans tous les sens, certains qui ont été rangés dans la boîte aussi vite qu'ils en sont sortis. Bon, bref, c'était quand même un sketch, cette histoire de nomination. Là, ce qui nous pend au nez, c'est que ça recommence, sauf que on ne va sans doute pas pouvoir se le permettre. Il faut un budget avant la fin de l'année. La conséquence de cette censure, on ne le rappellera jamais assez, c'est qu'il n'y a pas de gouvernement, mais surtout qu'il n'y a pas de budget. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de budget de sécurité sociale, et on ne voit pas pourquoi il y aurait un budget de l'État, puisque c'est un projet de loi distinct, mais pour lequel il faut que le gouvernement défende son texte et qu'un Parlement l'adopte. Il n'y aura plus de gouvernement, et il y aura un Parlement qui l'aura renversé. Donc Emmanuel Macron va sans doute devoir réagir plus vite que ce qu'il a fait la dernière fois. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de plan tout préparé. La surprise, elle intervient aussi à l'Élysée. Parce que, rappelez-vous, quand Emmanuel Macron a fait tout son casting pour avoir un Premier ministre à la rentrée, le premier critère qui a été mis en avant, c'était le fait que ce Premier ministre ne soit pas censuré. Ne soit pas censuré dans une courte période, c'est-à-dire à l'échéance du budget qui se profilait. Bon, s'il y a censure mercredi, ce plan est raté. D'ores et déjà, il est raté. Si Michel Barnier tombe sur le budget, qui est le premier vrai projet de loi d'ampleur qu'il aura engagé, ça veut dire que le pari d'Emmanuel Macron est raté. Il avait présenté la nomination de Barnier comme le principal avantage de cette nomination était justement qu'il y ait un consensus pour qu'il n'y ait pas de censure immédiate. Et c'est notamment pour cela qu'il avait rangé dans sa manche la carte Xavier Bertrand, précisément parce que Marine Le Pen avait dit « je le censurerai immédiatement ». Marine Le Pen a donné sa chance à Michel Barnier pour les raisons diverses, variées et qu'on distingue, dont on a encore du mal à distinguer les fils. Elle compte finalement le censurer. Donc, le plan d'Emmanuel Macron n'a pas marché. C'est à lui désormais qu'il revient de trouver une solution. Mais comme je le disais tout à l'heure, si on fait ça tous les 3 mois, en fait, c'est lui qui sera fragilisé. C'est d'ores et déjà lui qui est fragilisé par cette situation, parce que la décision originale de la dissolution, c'est évidemment la sienne. Vincent, on parle beaucoup on a parlé beaucoup, mais là, il y a certaines voix qui disent pourquoi pas nommer un Premier ministre technique. C'est notamment le maire de Saint-Ouen qui a une petite cote actuellement à gauche, là. Mais c'est qui un Premier ministre technique? C'est M. Villeroy de Galhau? On cherche, quand on cherche la personnalité de la société civile ou de la haute administration qui serait capable d'imposer son autorité sur l'Assemblée nationale, on en trouve une, mais qui n'a pas d'ambition politique et qui ne sera jamais nommée, c'est juste un jeu théorique. C'est le général François Lecointre. Moi, je pense que c'est le seul. Général Lecointre. Je pense que c'est le seul. Qui est le gouverneur de... qui est grand chancelier de la Légion d'honneur. Mais encore une fois, c'est si vraiment on cherche et on fait le jeu du qui est, en disant qui est-ce qui tiendrait face à une assemblée. À la fin, on s'arrête sur lui. Mais je pense que lui n'en a aucune envie et que Emmanuel Macron n'a aucune envie de le nommer. Donc on est vraiment dans le jeu des hypothèses. Mais ce jeu des hypothèses qui va jusqu'à l'absurde montre que la notion de gouvernement technique en France, avec la situation tripartite dans laquelle on est et la tension politique extrême dans laquelle est le pays, apparaît comme tout à fait... ça me paraît très très incertain. Et ça veut dire tenir de façon jusqu'à épuisement, jusqu'à la prochaine dissolution et au mois de juillet. Mais dans ces cas-là, il y a aussi des solutions non techniques ou semi-techniques. François Bayrou, par exemple, est comme il est haut commissaire au plan, on peut le considérer comme technique et politique. Et cette espèce de solution d'attente, mais on pensait, et c'est là où ça devient compliqué, et je rejoins ce que dit Louis aux Alters, c'est que on pensait qu'Emmanuel Barnier jouait ce rôle d'homme politique à moitié technique. Michel Barnier jouait ce rôle d'homme politique à moitié technique. Et il n'y est pas parvenu. Et la stratégie de rupture de Marine Le Pen, si elle nous annonce qu'elle fera ça avec chacun des premiers ministres qui se présentent, on est vraiment dans une crise qui va monter en intensité. Et je ne crois pas qu'il y ait en magasin beaucoup d'hommes politiques capables de montrer autant de largesse et de capacité de dialogue avec le Rassemblement national que Michel Barnier. Il n'y en a pas beaucoup, énormément. Donc si elle le censure, ça veut dire qu'elle a choisi une stratégie radicale avec pour objectif, il me semble, ça elle ne le dit pas, mais on peut le décrypter, une volonté d'accélération du calendrier électoral, au fait. Ça fait quand même 2 figures, chacune aux extrêmes, qui sont des figures qui aujourd'hui nous conduisent au chaos.
d'une certaine façon. Imaginez, on n'arrive pas à trouver un Premier ministre, enfin, pas nous, mais le président de la République n'arrive pas à trouver un Premier ministre. Au mois de mars, Mme Le Pen est condamnée en justice. Quelle est la situation du pays, là ? Tout dépend du niveau de la condamnation. Si elle est condamnée, non, mais si elle est condamnée, je veux dire, suivant le réquisitoire qui a été... On rappelle la petite subtilité. Qu'il y ait une inéligibilité ne nous semble pas complètement rocambolesque. La seule chose qui semble être a priori vraiment en tension, c'est l'exécution immédiate, c'est-à-dire cette idée que même l'appel ne suspendrait pas, et de ce fait, il y aurait une éligibilité au jour J. C'est-à-dire qu'elle ne pourrait pas se présenter en 2027. Elle ne pourrait évidemment pas se présenter en 2027, elle garderait son siège de députée jusqu'à une prochaine élection, mais est inéligible à toute fonction élective. Je crois que le scénario dans lequel on s'oriente est certes celui de l'accélération d'une certaine menace autour du président de la République. Je crois vraiment qu'on ne peut pas dire, en quelque sorte, qu'on n'en revient pas. Vous savez, sous la 3e et la 4e République, on avait dit ça notamment de Ferry, quand on voyait qu'il y avait... Jules, en effet. Quand il y avait eu... C'était une République des Jules, d'ailleurs, on avait Ferry, Grévy, etc. Bon. À partir du moment où vous aviez 2 à 3 renversements successifs, on mettait en cause un peu les qualités de négociateur du président de la République. Alors, une fois, ça passe, mais c'est vrai que là, on sent bien que c'est le président de la République qui va être en fait en face de ce jeu du qui est. C'est-à-dire, l'Assemblée nationale ne bougera pas jusqu'au 9 juin, quand bien même il y a une nouvelle élection. Moi, je sais que je suis un peu la seule à le dire, mais qu'il y ait une nouvelle dissolution en juillet ne me semble pas changer complètement la donne. L'opinion n'a pas évolué. Ces 3 blocs sont très ancrés dans des localités différentes, dans des sociologies différentes. Donc, on va avoir sensiblement la même chose, d'accord ? Et peut-être même que s'il y avait eu dissolution d'automne, nous aurions eu sensiblement la même chose. Donc, je crois qu'en fait, il faut s'habituer à cette tripartition. C'est ce qui a causé la chute de la 4e, mais elle a existé pendant 4 ans. On n'a pas pu faire autrement. Donc, si on a cela, la précipitation de l'enjeu présidentiel, à mon sens, n'est qu'ajouter du chaos au chaos. Parce que déjà, une présidentielle là, le président n'ayant pas une nouvelle Assemblée nationale sur qui compter, que pourra-t-il faire ? Il n'y a pas de 100 jours sans Assemblée nationale, il n'y a pas de programme. Donc, il n'aura pas de Premier ministre non plus. Donc, changer juste le locataire de l'Élysée, mais pour lui permettre de ne rien faire, c'est vraiment mal comprendre la France. Néanmoins, on se dit, alors peut-être qu'on attend juin, on change l'Assemblée nationale, on change le président de la République, mais encore une fois, la capacité d'émergence, elle ne s'est pas démontrée dans cette dissolution, dans cette période Barnier. On ne voit pas émerger de nouvelles forces. Donc, je crois qu'au bas mot, on va s'orienter vers des solutions comme l'avait pu le proposer un député du PS qui s'appelle Philippe Brun, qui avait dit on devrait créer des accords de non-motion de censure. C'est-à-dire, à mon sens, une politique qui va devenir austère, minimale, où on votera 5 lois durant toute une législature et où on essaiera pendant des mois et des mois d'aller rechercher des alliances pour ne pas tomber. Je crois que c'est comme ça qu'on a terminé la 4e République, et je crois que c'est comme ça qu'on la terminera. On légifère sur quoi, par exemple ? Alors, à mon sens, le budget va être un budget de pur fonctionnement, c'est-à-dire les 60 milliards d'économies, on peut complètement les oublier. L'idée, ça va être que chaque ministère ait son enveloppe, et puis terminer. On légifère sur quoi ? Admettons, les prochains sujets du moment étaient l'immigration. Je pense qu'on ne peut absolument pas se permettre, avec un Premier ministre technique ou avec un Premier ministre de gauche, d'aller vers ça. Donc, tous les sujets irritants vont être sortis tout simplement du calendrier législatif. On prendra les urgences. Il n'y a pas de réforme possible, en fait. Voilà, il n'y a pas de réforme possible. Il n'y a plus de France qui ose quelque chose politiquement tant qu'on est dans ce calendrier politique, sauf à ce que finalement un accord se fasse avec des groupes qui se désolidarisent. Sous la 4e République, c'était comme ça, avec les motions de censure, qu'on voyait les avenirs. Moi, si le PS nous dit « je suis prêt à participer à un gouvernement technique ou à un accord de non-motion », alors que j'ai voté la motion de censure au pire moment pour la France, j'avoue que je n'arriverai pas à lire dans la stratégie de ce centre-gauche. Donc, très difficile de savoir comment on sortira de ce bloc-là. Oui. Sur la présidence, la question on a envie de se poser, c'est est-ce que Emmanuel Macron est prêt à démissionner ? Parce que c'est aussi une théorie. Oui, bien sûr. A priori, c'est pas une théorie, ça va devenir une actualité. Une actualité, on se pose la question, mais est-ce que lui, comment il est dans sa tête, à quoi il pense, est-ce qu'il est capable de le faire, tel qu'on le connaît, on a vu comment il gouvernait, ça semble peu probable comme ça, vu de l'extérieur. Et il y a un élu, c'est Jean-François Copé, qui est à fond sur cette hypothèse. Oui, qui a changé d'ailleurs. Parce que... Charles de Courson également, ça c'est quand même plus surprenant au sein de l'Assemblée nationale. C'est aussi assez surprenant aussi. Voilà, donc ça, alors l'hypothèse simple, c'est OK, Macron est acculé, il est obligé de démissionner.
Et alors là, la personnalité qui surgit tout de suite, c'est celle qui a déjà commencé à travailler, c'est Michel Barnier. Ouais. Et donc du coup, il pourrait, en cas d'élection anticipée, se présenter, être élu, parce que les sondages sont plutôt bons. Ah oui, là vous faites... oui. C'est pas de la science-fiction, là. Moi je vous renvoie à une discussion que j'ai eue avec Jean-François Copé. Il est vraiment là-dessus, il est convaincu qu'en fait, Macron ne pourra pas tenir. Ah, c'est ce que dit Jean-François Copé. Il le pense. Non, qu'il ne peut pas tenir, mais il pense que c'est Barnier qui peut se réélire. Il est à fond sur cette hypothèse-là. Ah oui. Ah oui, mais ça, c'est quand même assez... c'est Jean-François Copé qui rêve la nuit, quoi. En tout cas, il est sur cette option-là parce qu'il regarde comment ça se passe et vu dans la situation qui est compliquée, qui est inextricable. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est qu'on dit qu'on perd du temps, finalement. On perd beaucoup de temps. Et on est en France avec toutes les urgences qu'on connaît. Alors c'est ça que je voulais poser effectivement à Louis, c'est que pendant ce temps-là, eh bien, les taux d'intérêt vont monter. Pendant ce temps-là, la situation économique est quand même très compliquée avec des entreprises qui souffrent notamment du contexte international, mais qui souffrent aussi des exigences nées des transitions écologiques et autres, qui sont très compliquées à négocier, à opérer, et qui coûtent de l'emploi dans un premier temps, en tous les cas. Ça risque de dégrader considérablement l'état social du pays. Oui, et puis on est dans une période, on le voit bien avec la situation géopolitique, on est dans une période où on est dans un choc de puissance. Donc chaque puissance doit essayer de survivre. À ce moment-là, il faut, à la tête d'une puissance, si elle prétend encore être une puissance, un gouvernement qui puisse être en ordre de marche, qui puisse faire les réformes et qui puisse avoir une légitimité, qui puisse avoir une légitimité populaire, démocratique derrière lui pour mener les réformes. Quand vous avez un Donald Trump qui retourne au pouvoir aux États-Unis en janvier, quand vous avez une Chine qui menace d'envahir le marché européen de produits notamment automobiles, avec des enjeux industriels et sociaux qui sont énormes à la clé. Quand vous avez une Europe qui est affaiblie de tous côtés, avec des Allemands qui ne sont pas dans une meilleure situation politique et économique que nous, et donc un leadership européen qui est nécessaire, et dont la France pourrait s'emparer si seulement le président de la République était moins affaibli. Quand vous avez tous ces enjeux-là, et encore, je n'ai pas parlé des enjeux plus intérieurs, normalement, oui, ce serait précisément le moment où il devrait y avoir un leadership fort pour le gouvernement. Donc, c'est pour ça que c'est très embêtant d'être coincé dans cette situation-là jusqu'en 2027, dans une situation de 3e ou 4e République dans les périodes les moins heureuses, jusqu'en 2027. Et c'est pour ça que la démission d'Emmanuel Macron, eh bien, c'est un sujet qui a émergé dans le débat public. Ça ne date pas de la semaine dernière. Rappelez-vous, Édouard Philippe annonce sa candidature à la présidentielle à la rentrée. Il dit qu'il sera candidat à la prochaine élection, sous-entendant qu'elle pourrait arriver avant 2027. Et maintenant, ce sont d'autres personnalités, comme Charles de Courson, comme Jean-François Copé, je ne parle pas de Jean-Luc Mélenchon qui en rêve la nuit et le jour, qui imaginent la démission du président de la République. Donc, la crise, si en cas de censure, il y aura une crise politique, si elle se transforme en crise de régime, parce que la classe politique et les Français se rendent compte qu'ils n'arrivent plus à faire avec ces institutions, c'est-à-dire qu'il y a normalement un mode d'emploi, il y a un message électoral, parce que, comme disait Anne Charlène, c'est vrai que le résultat des dernières législatives, c'est plutôt un résultat clair, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe dans le pays. Ces 3 blocs existent. La participation importante conférait une légitimité assez bonne à ces élections-là. Et il y a eu des messages très forts. Au premier tour, le RN arrive en tête, donc ça donne une idée de l'agenda d'un grand nombre de Français. Deuxième tour, une majorité de Français refusent pour autant que le RN soit au pouvoir, et là, avec un message sous-jacent à la classe politique qui est « débrouillez-vous ». Et on voit aujourd'hui tous ces responsables politiques au Parlement un peu pris comme des lapins devant les phares de voiture, qui n'arrivent plus à actionner les manettes, qui n'arrivent plus à faire fonctionner ces institutions avec le message qui leur est envoyé. C'est un peu comme si tout le monde était désemparé, parce que Emmanuel Macron, Michel Barnier ne sont pas les seuls à être désemparés. Ceux qui se planquent derrière et qui n'ont rien dit pour venir ces derniers jours au secours du Premier ministre, c'est ceux qui sont censés le soutenir. Gabriel Attal pour les macronistes, Laurent Wauquiez pour les Républicains, Édouard Philippe pour Horizon. Tous ces gens-là donnent le sentiment d'enjamber, de passer déjà à la prochaine séquence qui, pour eux, en 4 chiffres, ça s'appelle 2027. Toute la question est de savoir si on abaisse un de ces chiffres pour que ce soit un petit peu plus tôt. Et le débat pourrait s'accentuer si la crise politique se confirme. Alors justement, est-ce que, Vincent, vous l'évoquiez tout à l'heure, elle veut accélérer le calendrier, peut-être Madame Le Pen, compte tenu de ses problèmes judiciaires. Est-ce qu'elle pourrait... C'est très compliqué à dire. Faire en sorte qu'il y ait une élection présidentielle d'ici au mois de mars. Vous vous souvenez de la phrase de Flaubert, l'auteur doit être
comme, dans son œuvre comme Dieu dans la nature, présent partout, visible nulle part. Je pense que le procès de Marine Le Pen est présent partout, dans tous les actes qu'elle choisit, mais qu'il est visible nulle part et qu'elle ne le dira jamais. Donc c'est très compliqué de mesurer à quel point il est le pivot de sa stratégie politique, mais tout homme politique qui se retrouve dans la situation de judiciaire qui est la sienne ne vit qu'avec cette réalité prioritaire. Et elle a employé le mot de peine de mort politique. Donc elle considère qu'elle vit un risque politique existentiel, si je prends ces mots. Hein. Donc ça doit certainement jouer dans cet élément. Et s'ajoute à ça ce que Marcel Gauchet, dans son dernier livre, appelle le nœud démocratique, c'est-à-dire qu'il y a une majorité de Français qui ne veulent pas du Rassemblement national, mais il y a une majorité de Français qui veulent des thèmes qui font le succès du Rassemblement national, c'est-à-dire pouvoir d'achat, immigration, insécurité. Et on est dans cette réalité-là. Et elle est au centre de ça. Donc, elle se dit qu'elle va peut-être essayer d'avoir... Jusqu'ici, on pouvait se dire qu'elle pouvait avoir une proposition majoritaire, en allant chercher les 5% qui lui manquent. Là où l'affaire judiciaire vient un peu casser sa stratégie, c'est que, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, cette dimension gouvernementale, elle est en train de la quitter pour reprendre une fonction tribunicienne, une stratégie de rupture, peut-être parce qu'elle est contrainte, parce qu'elle risque au mois de mars, le risque n'est pas certain, mais il y a un risque réel, qu'elle soit exclue pendant 1 ou 2 ans de la vie politique élective immédiatement. Oui, parce qu'il faut dire que c'est un peu embrouillé, mais parce qu'il y a beaucoup d'éléments. L'éligibilité, mais c'est l'exécution provisoire qui est terrible, parce que l'exécution provisoire fait que l'appel n'est pas suspensif. Hein. C'est ça qui est terrible. Et d'ailleurs, si elle va en appel, et qu'en appel, elle part pour la cassation, en appel, il y aura aussi l'exécution provisoire. Elle peut être prononcée. Pas nécessairement. Pas nécessairement, mais elle peut être prononcée. De la décision donc de ça peut être compliqué. Ce qui est important à dire, c'est qu'en fait, on a une affaire très particulière. Je ne vais pas revenir sur l'affaire de Marine Le Pen, qui est vraiment 13 ans de procédure, hein, donc c'est très long. Ouais. On a affaire à une personne qui occupe un mandat national de député, qui est, pour le coup, en justice pour un mandat qu'elle n'occupe plus de parlementaire européen, et qui est embêtée pour un avenir qu'elle projette de mandat présidentiel. Donc c'est pour ça, en fait, qu'il y a autant de problèmes. Sinon, l'affaire est assez simple, c'est-à-dire qu'un député européen mis en cause perd son mandat de député européen. C'est vraiment toujours comme ça que ça se solde relativement facilement. Facilement étant encore à prendre avec beaucoup de guillemets. Je voudrais quand même qu'on voit un peu quels sont les éléments qui nous ont, jusqu'à présent, quand on a eu des crises, je pense notamment à nos républiques précédentes, permis de sortir de ça. Le sentiment des précipitations dont on a parlé justement, crise financière, crise écologique, crise peut-être institutionnelle, crise politique. Normalement, c'était le terreau fertile de ce qu'on appelait auparavant les gouvernements d'union nationale. Vous vous souvenez de ce terme-là dont on nous a beaucoup parlé ces derniers temps. Mais ces gouvernements d'union nationale, c'est pas forcément un mot complètement tabou. On pourrait y repenser. C'est-à-dire, en fait, l'Assemblée nationale étant composée de forces qui ne s'entendent pas, il faut que le gouvernement lui-même reflète les formes qui ne s'entendent pas. Bon, c'était une idée qui a permis parfois de surmonter des crises assez graves. Je pense notamment à toutes nos grandes lois de la Troisième République, séparation des églises et de l'État, loi sur les délits de presse, loi sur l'enseignement privé. Tous ces éléments-là ont été négociés pendant des années avec des duels entre députés. Donc ça prouve que la conflictualité peut normalement amener à ce que le sens du consensus réémerge. Donc c'est un message, vous l'aurez compris, de responsabilité politique à l'égard de nos élus. Sortons de là par le haut, c'est encore possible. La deuxième solution, vous l'avez évoqué, le gouvernement technique. C'est pas complètement insensé, parce que quand c'est arrivé en Italie, en réalité on cite souvent Mario Draghi, mais c'est arrivé bien avant, c'est arrivé dans les années 92 pour la première fois. Oui, avec... Je ne saurais pas me souvenir du Premier ministre de cette époque-là, du président du Conseil, mais 92 et 93, d'ailleurs l'un a succédé à l'autre, deux gouverneurs de la Banque centrale, et à chaque fois sur un motif financier et économique. Donc, on peut espérer que la situation sur le budget étant suffisamment alarmante et allant l'être encore bien pire en janvier et en février, peut-être que ces éléments de gouvernement technique peuvent être réunis. En Italie, on dit 4 conditions pour un gouvernement technique. Première condition, une crise politique. Je crois qu'on l'a prouvé, on n'est pas très loin. Deuxième condition, une crise financière ou un élément qui, dans l'unité des Italiens, pose question. D'accord ? Donc là, les finances, ça pourrait tout à fait être le cas. Troisième condition, un président qui est lié par une composition de l'Assemblée qui n'arrive pas à faire émerger un
un non consensuel. Et quatrième condition, finalement, quelqu'un qui, par une assez forte apolitisation, pourrait arriver à cet accord minimal de non-motion de censure. Donc ce qu'il nous faut trouver, en fait, c'est un personnel politique, Premier ministre, mais également composition de tout le gouvernement, qui n'irrite pas. C'est-à-dire quelqu'un ou quelques personnes qui puissent obtenir un... Alors moi j'avais une idée, mais elle est de moins en moins à la mode maintenant. Alors, le Père Noël. Vous en avez trop parlé. Maintenant, il y a les écologistes en veulent pas. On est bien d'accord qu'il rentre au pôle Nord, en plus, à partir du mois de janvier. Donc il ne pourra pas nous être utile. Vous nous avez éclairé brillamment, chère Anne-Charlène. Alors, on va passer au coup de cœur et au coup de griffe. On va commencer par les coups de griffe. Avec vous, Emmanuel ? Oui, alors coup de griffe. Le coup de griffe. Moi, j'en avais un. Court, hein, on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. Non, mais c'est juste Boualem Sansal, vous savez, cet écrivain qui est détenu. Bien sûr. Et qui est aujourd'hui emprisonné... en Algérie. Ouais. En Algérie. Et il y avait un entretien qui a été réalisé pour un supplément hors série de Philosophie Magazine en 2013, qui lui posait la question suivante. Il lui demandait s'il était prêt à quitter son pays, donc l'Algérie. Et lui, il a répondu « Tous les jours, je me dis, c'est assez, je m'en vais. Et tous les soirs, j'arrive à me convaincre de rester encore un peu. Je me dis que c'est ici, au pays, qu'il faut se battre. Partir, c'est abandonner son pays aux bandits qui nous l'ont volé au lendemain de l'indépendance. Il faut leur résister ici, et non par-delà les mers. » Alors ce petit message-là, la coup de griffe, je l'envoie à ceux qui ont décidé de le mettre en prison. Très bien. Et le coup de cœur, c'est tout simple, c'est le département de Seine-et-Marne qui a lancé l'opération destinée aux familles pour protéger les enfants des écrans. C'est un problème qu'on a quand on est papa. Ouais. On n'arrive pas à trouver de solution, mais l'envahissement, la présence omniprésente des écrans dans la vie des enfants et des jeunes, c'est une catastrophe de santé publique. Et des adultes. Et du coup, je trouve que c'est une très bonne initiative qu'a prise Jean-François Parigi, le président de ce département. Peut-être que d'autres départements le font, mais que ça vienne du terrain, c'est bien, c'est important, et je pense qu'il faut encourager ce genre de... Vous êtes père de famille et Seine-et-Marnais ? Non, pas du tout. Je suis Yvelinois et père de famille. Louis ? Coup de griffe, ça revient à notre sujet du jour, c'est quand même contre la méthode Barnier. C'est pas seulement le Premier ministre, en fait, c'est aussi ses équipes, dans la façon dont il a tardé à traiter Marine Le Pen. Je pense qu'il a maltraité Marine Le Pen, mais en deux mots. Maltraité, traiter en politique, c'est quand vous avez des égards, que vous essayez de voir ce que veut votre sparring partner, la personne avec laquelle vous négociez, et le distinguer. Or, rappelez-vous, Michel Barnier, au début, il a surtout traité avec ses propres alliés, Laurent Wauquiez, Gabriel Attal, comme si ceux-là allaient le censurer, alors même que ils étaient là pour le soutenir. Donc jamais il n'aurait pu appuyer sur le bouton de la censure. Ils étaient là pour le soutenir, mais ils n'ont pas toujours été très alors, ils n'ont pas du tout. Non, mais les coups de poignard régnaient en coulisses, c'est évident. Mais peut-être aurait-il pu, même si c'est toujours facile de réécrire l'histoire après, d'abord concentrer dès au début ses efforts sur Marine Le Pen, sur la compréhension de sa psychologie, sur le fonctionnement de son parti, et sur ses électeurs, ses 11 millions d'électeurs, la façon dont ils le perçoivent, lui. Et quand les élus RN ont vu la cote de Barnier dégringoler, pas dans l'opinion, parce qu'il était assez populaire, mais chez les électeurs du Rassemblement national, et là, ça a été l'un des déclics, l'un des complexes déclics qu'on décrivait tout à l'heure, pour dire, mais en fait, on va appuyer sur le bouton, parce que ça ne nous convient pas. Je pense qu'il y a eu un petit retard à l'allumage dans la méthode Barnier sur ce plan-là. Et le coup de cœur ? Et le coup de cœur, c'est Notre-Dame de Paris, puisque ça rouvre samedi. Et j'ai eu la chance. J'invite tous les téléspectateurs à lire le papier de Louis Osalter dans le journal du Figaro de samedi. Et à regarder le Figaro TV le jour J. J'ai eu la chance d'entrer dans la cathédrale vendredi à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron. Et alors derrière Emmanuel Macron, parce que les caméras le filmaient beaucoup quand même, on distinguait la nouvelle cathédrale. Et pendant son discours, on a pu entrer. Et vous avez été ébloui. Oui, parce que ce qui est frappant, c'est pas tant la reconstruction, qui est déjà un exploit en soi, que la restauration, le fait que toute cette cathédrale soit désormais très lumineuse, qu'il y a cet éclat de couleur dans les chapelles et les vitraux, et que les visiteurs pourront retrouver dès le 8 décembre. Et dans le papier de Louis, la beauté du lieu écrase la politique. C'est très amusant, parce qu'Emmanuel Macron n'est plus le sujet très vite. On sent que le journaliste s'intéresse aux vraies choses. Alors moi, j'ai un tout petit coup de griffe contre un tic de langage que l'on n'a pas employé. Qui est celui de ligne rouge. Ah, les lignes rouges. On entend maintenant tout le temps. Alors, une ligne rouge, je voudrais simplement rappeler qu'on peut la tracer et qu'on peut la franchir. Mais qu'on ne peut pas l'écouter, qu'on ne peut pas l'entendre. Avez-vous entendu nos lignes rouges ? Qu'on ne peut pas la négocier. Il n'a pas négocié nos lignes. Je ne sais pas comment on négocie une ligne rouge. Et ça ne se mange pas. Non, et ça ne se mange pas non plus.
Donc voilà, c'est le seul avantage peut-être si on sort de cette séquence pour reprendre un autre tic médiatique, c'est qu'on entendra moins cette expression qui nous tympanise un peu. Et le coup de cœur, c'est un film que j'ai vu ce week-end, que vous aviez chaudement recommandé dans les pages culture du Figaro, qui est le film Enfant phare de Benjamin Laverne, avec Benjamin Laverne qui joue dedans, il n'est pas de lui, et qui est un film d'abord très, très beau, très fin, et très intéressant sur le plan politique et sociologique, puisque c'est un film qui essaye de montrer la possible réconciliation entre ce qu'on appelle la France des élites et puis la France périphérique. C'est d'ailleurs un phénomène qu'il faudra que l'on explore. La France périphérique de Christophe Guilluy donne de plus en plus lieu à des représentations culturelles favorables, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Il y a 30 ans, quand il y avait quelqu'un qui était de la France périphérique, c'était les Deschiens, donc il était vaguement ridicule. Et maintenant, il y a beaucoup de héros positifs, et notamment celui qui joue avec Benjamin Laverne, dont j'ai oublié le nom, et qui est pourtant un acteur exceptionnel. Pierre Lotin, voilà, qui montre dans ce film des talents d'un Depardieu jeune avant que Depardieu dérive. Et je renvoie au Club Culture de l'ami Buisson, Jean-Christophe, qui a été consacré à Enfant phare. Anne-Charlène. Le coup de griffe, Charles de Courson. Sortie autour de la démission du président de la République, de la précipitation d'un calendrier médiatique pour un député qui est, disons-le, vraiment la mémoire de la République. C'est un des plus anciens. Voilà, d'un certain art de parlementer. Je rappelle quand même juste l'étymologie. Parlementer, ça veut dire endroit où on parle ensemble. Et le coup de cœur. Le coup de cœur, la petite pirouette de Jérôme Gage ce matin, et notamment du groupe PS, avec les constitutionnalistes en émoi, en se disant mais pourquoi n'avons-nous pas pensé à cette idée de la motion de rejet? C'est-à-dire, on s'est dit peut-être que la motion de censure allait se décaler jusqu'à jeudi, puisque c'est vrai qu'il avait proposé que le texte soit rejeté, qu'on rediscute, qu'on se remette en conciliation, et peut-être aller jusqu'au dernier délai. Ça aurait pu avoir de la gueule. Eh ben oui, dommage. Merci à vous quatre, merci. Je vous l'avais dit, vous n'avez pas compris tout de cet épisode, cette séquence politique. Mais là, ce soir, là, je pense que vous êtes beaucoup plus sachants, beaucoup plus savants, beaucoup plus avertis, et que maintenant, vous avez toutes les données pour comprendre ce qui va se passer mercredi. On attend avec impatience ce qui se passera dans 48 heures. Merci, bonne soirée. Je suis persuadé que lundi soir prochain, on reparlera de tout ça. Merci à tous. Merci.